Bonjour. Ce document a pour objectif de présenter ce qu'est un plan de prévention des risques inondations, PPRI, pour vous faciliter la lecture du dossier mis à votre disposition dans le cadre de la concertation publique. Le dossier de PPRI de votre commune est consultable en mairie ou sur le site de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Petit retour sur les origines du PPR. En 1994, l'État a souhaité renforcer sa politique de prévention des risques naturels, visant notamment à sauvegarder les vies humaines, réduire le coût des dommages potentiels dans les zones à risque et préserver les fonctions des zones inondables. En 1995, la loi Barnier relative à la protection de l'environnement crée les plans de prévention des risques inondations. Pour mémoire, cela fait suite aux inondations de Vaison-la-Romaine de 1992. En 2003, la loi dite Bachelot instituera les plans de prévention des risques technologiques, faisant suite à l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001. Les objectifs du PPR. Comme le dit son nom, le plan de prévention des risques doit avant tout prévenir, c'est-à-dire éviter les victimes humaines, mais aussi limiter le coût des inondations. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs actions sont nécessaires. Tout d'abord, informer la population sur le risque présent sur le territoire et établir une cartographie précise des zones inondables sur la commune. Cette connaissance sera importante pour les habitants et pour les nouveaux acquéreurs ou locataires. En complément, il faut interdire l'implantation de nouvelles implantations dans les zones les plus dangereuses et les limiter dans les autres zones. Enfin, il est nécessaire de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des zones de crue, pour ne pas modifier le fonctionnement hydraulique du cours d'eau et aggraver le risque dans des autres zones. Le PPRI permet aussi de prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et des constructions existantes. Certaines de ces mesures peuvent être subventionnées par le fonds Barnier. Quels sont les phénomènes pris en compte dans le plan de prévention du risque d'inondation ? Le PPRI prend en compte l'inondation par débordement des cours d'eau. Les cours d'eau, dans leur fonctionnement normal, sont dans ce que l'on appelle le lit mineur. En période de crue, ils débordent dans leur lit majeur, inondant de grands territoires. C'est cette cartographie qui va être incluse dans le plan de prévention des risques inondations, en faisant apparaître la crue centennale, c'est-à-dire celle qui pourrait subvenir une fois sur 100 dans l'année, ou alors la crue historique connue si celle-ci est plus importante. Pour mener à bien cette étude hydraulique, plusieurs scénarios sont pris en compte. Tout d'abord, la transparence des ouvrages de protection quand il y en a. Cela veut dire que c'est comme s'ils n'existaient pas, car ils peuvent être défaillants ou ne plus être entretenus et s'effacer avec le temps. Le deuxième scénario, c'est la rupture des ouvrages. La construction peut présenter une faiblesse. En cas de brèche, cela va créer une entrée d'eau avec des vitesses importantes, pouvant engendrer un surévénement à l'arrière de l'ouvrage. Toutefois, certains ouvrages, dimensionnés pour une crue au moins égale à la crue centennale, pourront être pris en compte dans leur fonctionnement normal. Le risque d'embâcle est aussi pris en compte dans l'étude, c'est-à-dire l'obstruction des exutoires ou des ouvertures de ponts par exemple, par une quantité de matériaux charriés par la rivière en crue. L'eau ne pouvant plus s'écouler normalement peut inonder des terrains alentours. Les ouvrages de protection. Un ouvrage de protection est une construction artificielle, construite généralement en surélévation par rapport au niveau du terrain naturel. Il a été réalisé afin de protéger des zones à enjeux existants, parfois urbanisées. Il est conçu pour contenir périodiquement un flux d'eau, souvent inférieur à la crue centennale. Dans la logique de vulnérabilité des ouvrages, expliquée précédemment, le plan de prévention des risques rappelle que les ouvrages de protection ont pour objectif de protéger l'existant,
mais pas de permettre l'ouverture de nouvelles zones constructibles à l'arrière de l'ouvrage. La règle générale consiste donc à maintenir la zone inondable à l'arrière de l'ouvrage. Comment se constitue la carte des aléas? Une étude d'aléas consiste à déterminer le fonctionnement du bassin versant, le système fluvial du cours d'eau et les caractéristiques des crues historiques. L'inondation servant de base dans l'élaboration d'un plan de prévention des risques est représentée par l'aléa de référence, qui correspond à un événement de fréquence centenale ou le plus fort événement connu, si ce dernier est plus important. Comment se lit cette carte? L'aléa prend en compte deux composantes, les hauteurs d'eau en mètres et les vitesses d'écoulement en mètres secondes. L'aléa inondation se caractérise par trois niveaux d'intensité que vous pouvez voir sur le petit diagramme. Ces niveaux d'aléa sont représentés graphiquement par un dégradé de couleur bleue allant du plus clair au plus foncé. La couleur bleu clair correspond à un aléa faible, avec des hauteurs d'eau comprises entre 0 et 50 cm et des vitesses comprises entre 0 et 50 cm/s. Le bleu le plus soutenu correspond à un aléa moyen pour une hauteur d'eau comprise entre 50 cm et 1 mètre et des vitesses comprises entre 50 cm et 1 mètre/s. Enfin, le bleu foncé correspond à un aléa fort avec des hauteurs d'eau supérieures à 1 mètre et des vitesses supérieures à 1 mètre/s. Par ailleurs, sur l'extrait de carte d'aléa, vous pouvez visualiser en couleur rouge des lignes et des chiffres. Les lignes, appelées isocotes, correspondent à des profils relevés sur le terrain naturel, sur lesquels sont rattachées des altitudes correspondant au niveau d'eau maximum pouvant être atteint par la crue. Dans les secteurs qui ne présentent pas d'enjeux majeurs, l'aléa est parfois étudié avec une approche hydrogéomorphologique, c'est-à-dire par l'observation et l'interprétation du terrain naturel. Cette méthode, qui est plus simple, ne permet pas d'obtenir des niveaux d'aléa et de fait, elle est représentée sous la forme d'une enveloppe rose sur le plan. L'aléa inondation et les déplacements. Ce schéma représente les conclusions d'une étude relative au déplacement des personnes dans l'eau. Il a pour objectif de mettre en évidence les problèmes de protection des personnes lors d'une crue en fonction de différents critères basés notamment sur la corpulence, l'âge, la santé et l'intensité du phénomène d'écoulement, hauteur, vitesse, que nous avons vu précédemment. On s'aperçoit que pour un enfant, au-delà du seuil de 25 cm de hauteur d'eau et de vitesse, il lui est quasiment impossible de rester debout. Pour un adulte non sportif, ces valeurs sont portées à 50 cm. Pour un adulte sportif mais stressé, il lui est difficile de rester debout au-delà de vitesses fortes, une vitesse supérieure à 1,25 m/s. Le PPRI visant à protéger les personnes et les biens, ces éléments sont donc pris en considération dans l'élaboration des documents réglementaires. Quels sont les enjeux analysés? Les enjeux sont identifiés comme étant les personnes, les biens, les activités, etc., susceptibles d'être affectés par la crue. L'analyse de ces enjeux est donc adaptée au contexte local. L'analyse consiste à caractériser les différents types d'occupation des sols. Elle permet notamment de distinguer tout d'abord les secteurs actuellement urbanisés, c'est-à-dire déjà construits, et non en fonction du zonage d'un document d'urbanisme. Le repérage des différents établissements recevant du public, les établissements sensibles comme les écoles, les crèches, les EHPAD, etc., ainsi que les infrastructures routières et les réseaux.
Sont intégrés aussi après discussion les projets d'aménagement des collectivités, afin de vérifier leur cohérence vis-à-vis de l'exposition au risque. Ensuite, on regarde les zones d'expansion de crues, qui sont des secteurs souvent naturels, agricoles, forestiers. Ça peut être des stades ou d'autres espaces qui joueront un rôle essentiel dans la dynamique du phénomène inondation en permettant l'étalement de l'eau et la réduction de sa vitesse. Afin de limiter les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles pour la collectivité, le principe général à appliquer est l'arrêt du développement de l'urbanisation dans les zones d'aléas les plus forts et dans les zones d'expansion de crues. L'élaboration du zonage réglementaire s'opère donc en croisant la carte des aléas et celle des enjeux. Ce zonage est défini selon les critères d'usage du sol, de l'évacuation des risques occasionnés par le niveau d'aléa, de l'évaluation des risques occasionnés par le niveau d'aléa et des résultats de la concertation. Il traduit l'application des principes réglementaires. Cette situation conduit à considérer deux types de zones. Les unes inconstructibles, dites rouges, mais avec des travaux sur l'existant possible sous conditions. Les autres constructibles sous conditions, dites vertes. Le plan de zonage intègre plusieurs données, qui sont le sens préférentiel du courant, qui va servir pour l'implantation des futurs projets. Les isocotes, issus des cartes d'aléas, et les cotes de l'aléa de référence, majorées de 30 cm, pour tenir compte de l'incertitude des modèles mathématiques, des mouvements d'ondulation de l'eau et des rehausses ponctuelles du niveau d'eau liées à des obstacles. Le niveau de la cote de la crue de référence détermine l'une des conditions de constructibilité d'un projet. Comment passe-t-on des aléas au zonage réglementaire? Ce tableau a pour objectif de vous présenter l'application des principes généraux du zonage réglementaire. Pour un terrain donné, la colonne de gauche identifie le niveau de l'aléa, qui est ensuite décliné en zone rouge ou verte du règlement, suivant que ce terrain est situé dans une zone d'expansion de crue ou dans une zone urbanisée. La délimitation de ces zones se justifie par l'application des principes généraux suivants. Dans les espaces non urbanisés, c'est-à-dire naturels, agricoles, forestiers, exposés au risque et quel que soit le niveau de l'aléa, le principe consiste à interdire toute nouvelle construction de manière à préserver les champs d'expansion des crues. Dans les zones urbanisées, qui ont un aléa fort et moyen, en raison de la nature et de l'intensité de l'aléa, le principe consiste à interdire toute nouvelle construction. Dans les zones urbanisées qui ont un aléa faible, les constructions nouvelles pourront être autorisées sous réserve de respecter certaines prescriptions. Cependant, certaines constructions considérées comme sensibles, telles que les écoles, les crèches, les EHPAD, seront interdites. Comme cela a été vu précédemment, dans les zones situées à l'arrière des ouvrages de protection, le principe est d'interdire toute nouvelle construction. Enfin, dans les zones étudiées avec une approche hydrogéomorphologique, qui concerne donc exclusivement des secteurs non urbanisés, le principe consiste à interdire toute nouvelle construction. Concernant les constructions existantes, situées dans ces différentes zones, le principe est de permettre une évolution minimale en réduisant la vulnérabilité. Il peut y avoir certains cas particuliers. Par exemple, la topographie de certains secteurs peut présenter des parties de parcelles pouvant se retrouver hors d'eau, en situation de crue, mais complètement isolées et inaccessibles au vu du niveau d'eau qui l'entoure. Le cas échéant, ces situations peuvent engendrer des difficultés d'intervention des services de secours.
Le principe consiste donc à classer ces secteurs en zone rouge, interdisant toute nouvelle construction. Pour les constructions existantes, une réglementation spécifique sera appliquée. Elle vise à ne pas augmenter les enjeux dans cette zone, notamment par la création de logements supplémentaires. Le zonage réglementaire. Que dit le règlement de la zone rouge ? Le principe de la zone rouge est d'interdire tous les nouveaux projets dans le but de ne pas augmenter les enjeux dans des zones dangereuses. Toutefois, certaines opérations pourront être autorisées sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité. À titre d'exemple et de manière exhaustive, sont notamment permis l'entretien, la gestion et l'aménagement des biens existants, les extensions limitées, sans logement supplémentaire, les reconstructions suite à un sinistre autre que d'inondation, les bâtiments agricoles qui sont situés dans un aléa faible, les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation, les travaux de création ou de modification d'infrastructures, de transport, les réseaux, en restant le plus proche du terrain naturel. Ces projets ne sont autorisés que sous réserve du respect de certaines prescriptions visant à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Sont interdits tous les projets pouvant entraîner une augmentation des enjeux, que ce soit de la population ou des activités. Partant de ce principe, toute nouvelle construction ou aménagement dans ces zones est donc interdit. Qu'en est-il de la zone verte ? Le principe de la zone verte est de permettre, dans un espace urbanisé, donc déjà construit, la réalisation d'aménagements ou de constructions, sous réserve de prendre des mesures adaptées au risque. Toutefois, certains projets ayant un impact non négligeable sur la vulnérabilité des personnes et le fonctionnement social et économique sont à proscrire. À titre d'exemple, et de manière exhaustive, sont notamment interdits les établissements recevant du public de plus de 300 personnes, les bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la gestion de crise, ou les bâtiments destinés à l'accueil des personnes sensibles, personnes âgées, enfants, etc. Le zonage réglementaire pour les biens existants. Bien souvent, les inondations engendrent des conséquences dramatiques sur la santé humaine, l'environnement et les biens. Aussi, pour assurer la sécurité des personnes et limiter les dégâts matériels et les dommages économiques, le plan de prévention des risques inondations prévoit un certain nombre de mesures obligatoires sur les biens existants. À titre d'exemple, ces mesures, à mettre en œuvre généralement dans les aléas les plus forts, ont pour objectif, d'une part, de limiter la création d'embâcles et les pollutions, par la mise en sécurité des matériels, matériaux et des polluants. Par exemple, stocker le bois dans un dispositif fermé, rentrer les mobiliers de jardin, arrimer les citernes de fioul, etc. Par ailleurs, mettre en sécurité les personnes. Par exemple, transférer les pièces de sommeil à l'étage, identifier ou créer une zone de refuge, matérialiser les piscines enterrées par un balisage pour ne pas engendrer un suraccident lors du dépassement des services de secours. Enfin, limiter la détérioration des biens et le coût des réparations. Par exemple, mettre hors d'eau les équipements sensibles comme les compteurs électriques, les chaudières, ou encore empêcher ou limiter les entrées d'eau par la mise en place d'un dispositif de type bâtard d'eau au niveau des portes et des fenêtres. Ces mesures doivent être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs et ne portent que sur des aménagements dont le coût est inférieur à 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan de prévention. Les travaux peuvent, dans la limite de ces 10%, être subventionnés à titre de 80% au titre des fonds de prévention des risques naturels majeurs, dits fonds Barnier. Cette diapositive met en illustration certaines des mesures développées à l'instant.
Comment est élaboré un plan de prévention des risques? C'est une procédure d'État engagée par le préfet. La réalisation d'un plan de prévention compte 9 grandes étapes. Tout d'abord, la demande d'examen au cas par cas auprès de l'autorité environnementale pour qu'il vérifie si ce plan doit être soumis à évaluation environnementale. Ensuite, le préfet prend un arrêté de prescription. Ce dernier est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans un journal du département. L'élaboration des études techniques relatives à la détermination des aléas et des enjeux peut commencer. S'ensuit l'élaboration des documents réglementaires, comprenant l'établissement de la carte de zonage réglementaire et le règlement. Puis a lieu la consultation des personnes et organismes associés qui ont un délai de 2 mois pour remettre leur avis sur le projet de plan. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable. Par la suite, une enquête publique sera lancée d'une durée de 1 mois et qui permet à tout un chacun de venir s'exprimer auprès d'un commissaire enquêteur. Le projet est éventuellement modifié, mais sous réserve de ne pas modifier l'économie générale du plan. Enfin, le préfet prend un arrêté d'approbation du dossier qui le rend opposable. En parallèle, et au fur et à mesure de son avancement, les documents du PPR sont mis en ligne sur le site internet des services de l'État, le site de la préfecture, permettant là aussi à tout un chacun de pouvoir s'exprimer à tout moment. En conclusion, que comprend le contenu d'un dossier de PPR? Une carte informative des phénomènes passés, une carte des aléas délimitant les zones inondées, une carte des enjeux où on peut voir apparaître le bâti, les ouvrages, les projets communaux, une carte de zonage réglementaire qui sert à délimiter les zones en fonction des risques, appelée carte réglementaire, un règlement qui précise les règles d'occupation des sols et de constructibilité s'appliquant à chacune des zones, et enfin une note de présentation qui précise la méthode d'élaboration du plan de prévention des risques, où on peut voir l'analyse des phénomènes, l'impact sur les enjeux et l'exposé des motifs du règlement. Le règlement, quant à lui, est composé de 3 parties. Une réglementation spécifique par zone, qui comprend des règles d'urbanisme, les interdictions, les autorisations, des règles de construction, la réhausse, le sens d'écoulement, les sous-sols interdits, etc. Une deuxième partie qui comprend les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ça informe sur l'entretien des cours d'eau, les informations sur les risques, l'inventaire des repères de crues, des éléments sur les plans communaux de sauvegarde. Et enfin, des mesures imposées ou recommandées pour la réduction de la vulnérabilité des biens existants. Les effets du PPR. Dès son approbation, le plan de prévention des risques inondations vaut servitude d'utilité publique. Il a un zonage réglementaire et le règlement est opposable au tiers. C'est un plan qui s'impose aux documents d'urbanisme. Donc le PPR doit être annexé aux documents d'urbanisme dans le dossier du PLUI, du PLU ou de la carte communale, permettant ainsi la traduction de la contrainte inondation en termes d'urbanisme. En cas de disposition contradictoire entre le plan de prévention des risques et le règlement des documents d'urbanisme, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront. En complément, dans un délai de 2 ans à compter de l'approbation du PPR, le plan communal de sauvegarde devra être réalisé ou mis à jour par la mairie. Merci de votre attention.